Bonjour à toi, je suis ravi de te retrouver pour un nouvel épisode où aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement car c'est en partie grâce à ce sujet que j'ai transformé mon physique et ma santé et que ça y a beaucoup contribué. Qu'est-ce que c'est? C'est l'alimentation cétogène. Alors je vais tout de suite vous dire les choses, c'est que je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicien. Dans cet épisode, je vais vous présenter ce que c'est, je vais vous donner des conseils, mais je ne me substitue pas à un suivi médical par rapport à tout ça. Et je vais remettre un petit peu l'église aussi au milieu du village sur cet épisode, parce que on entend beaucoup d'infos, de contre-infos sur cette alimentation, par peur ou par méconnaissance de ce mode d'alimentation, et j'insiste bien sur cette terminaison, et non un régime à proprement parler. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette alimentation, c'est un régime alimentaire, alors souvent on l'abrège en keto ou en céto, et en fait elle est caractérisée par une consommation élevée de lipides, de gras, une quantité modérée de protéines, et ça c'est un des premiers mythes souvent sur internet, on dit que c'est hyper protéiné, non, il y a une consommation normale de protéines, mais une très faible quantité de glucides, les sucres. L'objectif principal de ce régime est d'induire un état métabolique appelé cétose. En diminuant, en limitant considérablement l'apport en glucides, le corps est forcé de brûler les graisses comme principale source d'énergie. Ce processus métabolique entraîne la production de cétones, des molécules utilisées comme carburant alternatif par le cerveau et d'autres tissus corporels. La cétose, c'est un état naturel du corps, généralement observé quand on fait de longues périodes de jeûne prolongé ou de restriction glucidique. Cependant, dans le contexte de l'alimentation cétogène, cet état est maintenu de manière contrôlée par la composition spécifique des aliments qu'on va consommer. Ce régime, il a été initialement développé dans les années 1920 comme un traitement non pharmacologique pour l'épilepsie, en particulier chez les enfants épileptiques réfractaires aux médicaments. Les médecins, ils avaient observé que la restriction alimentaire, en particulier celle des glucides, pouvait réduire la fréquence et la sévérité des crises chez ces patients. L'efficacité de l'alimentation cétogène dans le contrôle des crises d'épilepsie a été bien documentée et a conduit à son adoption généralisée dans le traitement de cette maladie, en particulier, comme je disais, chez les enfants. Et pendant plusieurs décennies, l'alimentation cétogène était principalement utilisée à cette fin, bien qu'elle ait parfois été abandonnée au profit de nouveaux médicaments anticonvulsivants. En effet, c'est plus simple de prendre un médicament que de changer son alimentation. Cependant, au fil du temps, les chercheurs et les professionnels de la santé ont commencé à explorer d'autres applications potentielles de l'alimentation cétogène, en dehors du traitement de l'épilepsie, et des études ont montré que ce régime pouvait avoir des effets bénéfiques sur la perte de poids, la gestion du diabète de type 2 et la santé cardiovasculaire, et en plus d'autres conditions de santé. Aujourd'hui, l'alimentation cétogène est devenue de plus en plus populaire, non seulement comme traitement médical, mais aussi comme stratégie de santé et de bien-être général. De nombreuses personnes adoptent ce régime pour perdre du poids ou améliorer leur composition corporelle, stabiliser leur glycémie, augmenter leur niveau d'énergie, améliorer leur santé mentale et cognitive. Bien que l'alimentation cétogène soit encore principalement associée à l'épilepsie, mais aussi un peu à la perte de poids, mais on en parlera un peu plus tard, ces applications potentielles dans d'autres domaines de santé continuent encore d'être explorées et étudiées, et elles suscitent vraiment un intérêt croissant en tant qu'approche nutritionnelle alternative pour une variété de conditions médicales et de préoccupations liées à la santé. Donc là, on insiste bien, c'est un régime alimentaire, et c'est pas un régime, j'aime pas en plus ce terme-là, c'est un mode d'alimentation, et on est là pour parler de santé par rapport à cette alimentation. Donc, qu'est-ce que c'est que la cétose? Parce que c'est ça qui nous intéresse le plus dans l'alimentation cétogène, c'est ce qui a donné son nom, par rapport au corps cétonique dont on parlait en tant que carburant énergétique. La cétose, c'est donc un état métabolique dans lequel le corps produit et utilise activement des cétones comme source principale d'énergie. Ce processus, il se produit lorsque les niveaux de glucose sanguin sont bas, généralement parce que les apports en glucides sont très limités, comme c'est le cas dans cette alimentation. Voilà comment ça se déroule au point de vue de processus. Au niveau de la réduction des réserves de glucose. Lorsque on limite notre apport en glucides, le corps commence par puiser dans ses réserves de glycogène. C'est la forme de stockage du glucose dans les muscles et le foie. Ces réserves sont rapidement épuisées, ce qui entraîne une baisse des niveaux du glucose sanguin. Alors on dit les réserves s'épuisent en 24 heures sans activité, 90 minutes avec une activité pour le glycogène musculaire et 60 minutes pour le glycogène hépatique au niveau du foie. Suite à ça, on active ce qui s'appelle la lipolyse. C'est que en l'absence de glucose suffisant
pour répondre aux besoins énergétiques du corps, il commence à puiser dans ses réserves de graisse. Les acides gras sont donc libérés des tissus adipeux et décomposés en molécules plus petites dans un processus qu'on appelle la lipolyse. Et c'est ensuite que se forment les cétones. Ces acides gras qui sont libérés sont acheminés vers le foie où ils vont subir un processus de transformation qu'on appelle l'oxydation des acides gras. Ce processus produit des composés appelés donc corps cétoniques ou cétones, et il y en a plusieurs types tels que l'acétocétate, le bêta-hydroxybutyrate et l'acétone. Et ces cétones sont ensuite libérés dans la circulation sanguine pour être utilisés maintenant en tant que carburant, parce que les cétones peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, donc c'est la barrière qui isole notre cerveau. Donc ces molécules d'énergie peuvent passer cette barrière-là et aller nourrir notre cerveau et pour qu'elles puissent être utilisées comme source d'énergie alternative au glucose pour votre cerveau. De plus, les cétones peuvent également être utilisées par d'autres tissus corporels tels que les muscles, le cœur et les reins. En revanche, il y a quelques parties de votre cerveau qu'on appelle glucodépendants, donc qui ont besoin de glucose pour fonctionner. C'est un très faible pourcentage. Et du coup, votre corps, il est hyper intelligent. Je dis toujours, c'est une machine merveilleuse et c'est pour ça que je l'adore. Mais vous êtes en capacité quand même de produire du glucose à la demande, même si vous consommez pas de glucides ou assez peu, pour pouvoir répondre aux besoins du cerveau pour cette faible partie. Au niveau des bienfaits, parce qu'il y a plein de bienfaits dans l'alimentation cétogène, elle a été associée, cette alimentation, à plusieurs bienfaits pour la santé métabolique, notamment une réduction de la glycémie et de l'insuline, ainsi qu'une amélioration de la sensibilité à l'insuline. On va développer un peu. Au niveau de la réduction de la glycémie, en fait, en limitant considérablement l'apport en glucides, l'alimentation cétogène permet de maintenir des niveaux de glucose sanguin plutôt stables, plus stables que ce qu'on avait avant. Avec moins de glucides disponibles pour être converti en glucose, il y a moins de fluctuations dans les niveaux de sucre dans le sang, et tout ça, ça peut être particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2 ou prédiabétiques, car cela peut aider à prévenir les pointes de glycémie et améliorer le contrôle glycémique global. Ok ? Ensuite, au niveau de la réduction de l'insuline, les glucides sont le principal déclencheur de la libération de l'insuline par le pancréas. Et du coup, quand on réduit drastiquement sa consommation de glucides, ça diminue la nécessité de sécrétion d'insuline, forcément. Et ça peut être particulièrement avantageux pour les personnes qui ont une résistance à l'insuline ou qui luttent contre l'hyperinsulinémie, qui sont des conditions associées à une augmentation persistante des niveaux d'insuline. Et du coup, en réduisant la charge insulinique, l'alimentation cétogène, elle peut aider à atténuer les symptômes associés à ces conditions et à promouvoir une meilleure santé métabolique. Et maintenant, on va parler de l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, je disais. La sensibilité à l'insuline fait référence à la capacité des cellules de ton corps à répondre efficacement à l'insuline et à transporter le glucose hors de la circulation sanguine. Et une sensibilité réduite à l'insuline est souvent associée à l'obésité, le diabète de type 2 et à d'autres troubles métaboliques. Et des études ont montré que l'alimentation cétogène peut améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que les cellules deviennent plus réceptives aux effets de l'insuline et que le glucose est mieux régulé, parce que mieux utilisé par les cellules. Et donc ça peut contribuer à réduire le risque de développer des complications métaboliques et favoriser une meilleure santé globale. Pour schématiser un peu la résistance à l'insuline, c'est un peu comme si vous aviez un magasin où vous vendez des jeans, que vous savez que vous allez en vendre 50 par mois, mais que vous en fabriquez 250. Ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Vos cellules, elles ont besoin d'énergie au quotidien. Mais si vous êtes toujours en train de leur fournir beaucoup trop de sucre et beaucoup trop de glucose, du coup, au bout d'un moment, elles vont fermer la porte, en mode, j'ai pas besoin d'énergie, et j'en ai pas besoin, donc c'est pas la peine de m'apporter du sucre. Et elles vont devenir résistantes à l'insuline, parce qu'elles vont fermer à clé leur porte d'entrée, et l'insuline ne pourra pas amener le glucose dans les cellules pour fabriquer de l'énergie avec l'ATP. Et c'est ça qu'on appelle la résistance à l'insuline. Au niveau de la santé mentale, il y a des effets positifs qui ont été étudiés en suivant un régime cétogène. Mais les recherches sont quand même encore en cours et les mécanismes exacts ne sont pas encore complètement compris. Mais on a quand même pu faire plusieurs observations. Et moi, je peux vous le dire parce que du coup, je la pratique au quotidien depuis plusieurs années maintenant. La clarté mentale qui est vraiment accrue. En effet, on est de nombreux pratiquants d'alimentation cétogène à déclarer avoir une meilleure concentration, une meilleure clarté mentale, clarté d'esprit et une amélioration des fonctions cognitives globales quand on suit cette alimentation. Et certains attribuent cela à une stabilité accrue de l'énergie tout au long de la journée, car les cétones provenant de la combustion des graisses peuvent fournir une source d'énergie constante pour le cerveau. On a tous du gras partout,
Même une personne très sèche en tant que sportive, elle a quand même du gras, et ça reste du coup une source d'énergie quasi illimitée en fait. Et d'avoir une énergie constante toute la journée, ça aide à être hyper focus, hyper concentré. Et les études montrent aussi que votre cerveau raffole des cétones et arrive à fabriquer de l'énergie plus efficacement avec des cétones qu'avec du glucose. Ça, c'est des études scientifiques. En termes de stabilisation de l'humeur, on est pas mal à rapporter également une amélioration de l'humeur et une réduction des fluctuations émotionnelles lorsqu'on suit cette alimentation. Bien que les mécanismes exacts ne soient pas encore hyper clairs, c'est possible que la réduction des pics de glycémie et d'insuline associés puisse contribuer à une humeur plus stable et à une meilleure régulation émotionnelle. En effet, on sait que des pics de glycémie et des hypoglycémies réactionnelles à répétition dans la journée vont avoir une incidence sur vos émotions et vos fluctuations émotionnelles tout au long de la journée. Des effets aussi sur les troubles neurologiques. Comme je vous disais, initialement, c'était pour les personnes atteintes d'épilepsie, mais il y a des études qui ont été faites aussi pour la maladie d'Alzheimer, et certaines recherches préliminaires suggèrent que cette alimentation pourrait avoir des effets bénéfiques sur la gestion des symptômes liés à la maladie d'Alzheimer, et il y a certaines études qui ont montré que ce régime alimentaire pouvait améliorer la fonction cognitive, réduire l'inflammation cérébrale et réduire la production de plaques amyloïdes dans le cerveau qui sont des marqueurs associés à la maladie d'Alzheimer. Cependant, il y a quand même encore besoin de recherches supplémentaires pour déterminer l'efficacité à long terme dans la prévention ou le traitement de cette maladie. Outre l'épilepsie et Alzheimer, cette alimentation a également été étudiée pour son potentiel dans le traitement d'autres troubles neurologiques, tels que la sclérose en plaques, le syndrome de Lennox-Gastaut et le trouble du spectre de l'autisme. Bien que les résultats des études varient pas mal, il y a quand même certaines recherches qui suggèrent que ce régime pourrait avoir des effets bénéfiques sur les symptômes de ces problématiques, notamment en réduisant l'inflammation et en améliorant la fonction cognitive. On sait par contre aujourd'hui qu'il est prouvé que les autismes, à avoir une meilleure gestion de la glycémie, à avoir une alimentation IG bas, etc., pas forcément cétogène, mais ça les aide à améliorer leur fonction cognitive au quotidien. Au niveau des cancers aussi, alors là c'est pareil, hein. Je vous donne des idées, des recherches scientifiques ont été faites, mais ne partez pas dans cette alimentation sans suivi médical, etc. Ok ? Donc au niveau des cancers, il y a aussi un intérêt croissant dans ce domaine-là, mais la recherche elle est encore en cours et les résultats c'est juste des débats pour l'instant. Mais au niveau thérapie métabolique, cette alimentation elle est parfois considérée comme une forme de thérapie pour le cancer. L'idée en fait est que les cellules cancéreuses dépendent fortement de ce qu'on appelle la glycolyse, c'est un processus métabolique qui produit de l'énergie à partir du glucose. Et en limitant l'apport en glucides et en induisant un état de cétose, l'alimentation cétogène vise à priver les cellules cancéreuses de leur source de carburant préférée, tout en continuant de fournir une source d'énergie alternative, les cétones en l'occurrence, aux cellules qui sont normales et pas atteintes. Il y a une aide dans la réduction de l'inflammation. Du coup, c'est associé à une réduction de l'inflammation dans le corps, ce qui peut être bénéfique dans le contexte du cancer. L'inflammation chronique est souvent associée à la progression tumorale et à d'autres complications qui sont liées au cancer. Et en réduisant l'inflammation, cette alimentation pourrait potentiellement aider à ralentir la croissance tumorale et améliorer la réponse au traitement. Et une aide également à la sensibilité de la chimiothérapie ou la radiothérapie. Certaines recherches suggèrent que cette alimentation pourrait augmenter la sensibilité des cellules cancéreuses à certains traitements conventionnels tels que la chimio et la radiothérapie. L'idée est que les cellules cancéreuses, qui sont affaiblies par le manque du glucose et de nutriments, pourraient être plus sensibles aux effets des traitements anticancéreux, ce qui pourrait améliorer donc leur efficacité. Cool, non ? Et là, je vais vous parler d'un bonus. Parce que vous allez vous dire, mais il parle jamais de perte de poids, Florian. Mais justement, pour moi, la perte de poids en alimentation cétogène, c'est un bonus. Parce que la base de cette alimentation, elle est thérapeutique. Donc on va renverser un syndrome métabolique, etc., qui a peut-être potentiellement généré de l'obésité, ou l'obésité a généré ce syndrome métabolique. Mais pour moi, et ça c'est mon point de vue à moi, de pratiquant et d'expert en nutrition, c'est du bonus. Mais voilà comment ça peut aider à favoriser la perte de poids, l'alimentation cétogène. Cette alimentation, elle est donc souvent aussi associée à une diminution de l'appétit pour plusieurs raisons. D'abord, les aliments qui sont riches en graisse et en protéines ont tendance à être plus rassasiants que les aliments riches en glucides, ce qui peut aider à réduire la sensation de faim et à limiter la suralimentation, la mauvaise surtout. Deuxièmement, la cétose elle-même semble avoir un effet suppressif sur l'appétit pour certaines personnes, bien que les mécanismes ne sont pas encore bien compris à ce niveau-là. Mais du coup, en réduisant les fringales et les envies de manger de mauvaise qualité, cette alimentation peut contribuer à réduire l'apport de calories vides. Autre bonus,
c'est l'augmentation de la combustion des graisses. Bah ouais, en limitant drastiquement l'apport en glucides et en induisant l'effet de cétose, cette alimentation force le corps à aller utiliser les graisses comme principale source d'énergie. En conséquence, les réserves de graisse corporelles sont mobilisées et brûlées pour répondre aux besoins énergétiques du corps. Cette augmentation de la combustion des graisses peut favoriser la perte de poids en réduisant les dépôts de graisse corporelle, et ça tu l'auras bien compris, parce qu'on a une source illimitée du coup d'énergie quand on se redonne l'accès à nos graisses exclusivement. Au niveau des conseils pratiques, le premier et le premier de tous les conseils, c'est de toujours vous faire accompagner quand vous attaquez cette alimentation, ou alors d'extrêmement bien vous renseigner, de lire des bouquins, de regarder des émissions, des vidéos de personnes, de professionnels. Il y a plusieurs diététiciennes formées à l'alimentation cétogène en France, et n'hésitez pas à aller voir leur contenu. Il faut se faire accompagner parce que si vous le faites mal, ça peut avoir des conséquences encore plus mauvaises que ce que vous aviez avant. Donc ce serait dommage, sachant que c'est une alimentation thérapeutique. Et par contre, cette alimentation, elle implique de choisir des aliments particuliers, donc riches en graisse, modérés en protéines et faibles en glucides. Et je vais vous donner déjà quelques conseils de composition des repas qui sont adaptés à ce mode d'alimentation. Alors il faut choisir des sources de protéines de qualité. En keto, on va, outre la sphère des macronutriments, lipides, protéines, glucides, on va aussi améliorer la qualité de ce qu'on mange, parce que c'est quand même hyper important, même dans une alimentation standard, vous me direz. Mais on va opter pour des sources de protéines grasses, naturellement, et ou riches en nutriments, tels que le bœuf, l'agneau, le porc, la volaille, la charcuterie artisanale, avec modération, le canard, le saumon, le maquereau, les sardines, la truite, les crustacés, parce que c'est bon en iode, et c'est important, et les œufs, qui sont la meilleure source de protéines du monde. Et vous allez incorporer des graisses saines. Et pour privilégier ces graisses-là, c'est de l'avocat, des noix et graines oléagineux, alors avec parcimonie, sauf les noix de macadamia qui sont top, mais alors elles sont top chères aussi, donc faut faire des compromis. L'huile d'olive extra vierge bio, avec des extraits à froid avec des procédés mécaniques, ça c'est le top. L'huile de coco bio, le beurre cru de préférence et bio, le fromage, mais alors attention aux glucides avec le lactose, donc ça dépend des fromages, il faudra bien lire les étiquettes. Le yaourt grec entier et le ghee ou le beurre clarifié, on appelle ça. Et du coup, vous allez limiter les glucides. Donc il faut choisir des légumes à faible teneur en glucides, tels que les légumes feuilles, épinards, choux frisés, salades, laitues, et les légumes crucifères comme brocolis, choux-fleurs et tous les choux. Les courgettes aussi, les asperges, les champignons. Il y en a encore plus, il y a de quoi faire quand même en alimentation cétogène. Vous allez opter pour de l'équilibre au niveau de vos repas. Composez toujours chaque repas avec une combinaison de protéines, de graisses et de légumes à faible teneur en glucides qui vont vous servir à canaliser une partie du gras et à favoriser la satiété et maintenir un équilibre nutritionnel malgré tout. Par exemple, du poulet avec la peau, avec des légumes feuilles et de l'avocat arrosé d'huile d'olive. Ça constitue un bon repas cétogène, équilibré et délicieux. Sachant qu'on dit, les règles, c'est des protéines, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Les glucides, tout dépend le type de keto, mais c'est soit 20 grammes, soit 30, 50, jusqu'à 100 grammes de glucides dans ces légumes-là, avec un IG bas. Et ensuite, on dit que le gras, c'est à satiété, mais au début, il faut y aller, et on va en parler juste après. On peut se préparer des collations qui sont saines, comme des collations du coup riches en graisse et en protéines, à avoir à portée de main pour combler la faim éventuellement entre les repas, même si elle s'atténue de plus en plus, mais des noix de macadamia, des graines, des olives, du fromage, un petit peu, mais attention, pas outrance le fromage. Le yaourt grec entier, les produits laitiers de manière générale, pardon. Des tranches d'avocat, il y a de quoi faire. Mais à éviter, c'est tout ce qui est pain, riz, pâtes, céréales, patates douces, légumineuses, farine, sauf la farine d'amande, de coco et de lupin, qui est faible en glucides. Tous les sucres et édulcorants, je mets les édulcorants dedans parce que c'est pas bon à la santé, c'est prouvé aujourd'hui. Les aliments sucrés plaisir, grosso modo, les fast-foods. Et attention aux produits industriels qui sont bourrés de sucre caché, dont la charcuterie surtout en plus. Au niveau des petits symptômes désagréables qu'il peut y avoir, parce que oui, il y a ce qu'on appelle la grippe cétogène. Parfois, ça arrive, c'est pas tout le temps le cas. L'intensité, elle varie. Des fois, c'est les premiers jours où ça dure plusieurs semaines au niveau de la transition de l'énergie de votre corps. Mais au niveau des symptômes, c'est de la fatigue, des maux de tête, de l'irritabilité, des troubles de l'humeur, des crampes musculaires, des troubles digestifs, une sensation de manque, un peu comme une drogue. Moi, je me souviens alors je ne l'ai pas fait progressivement, je l'ai coupé comme un porc-casse, donc je n'ai plus consommé de sucre du tout sous toutes ses formes du jour au lendemain, et c'était le vendredi, et tant mieux, parce que le week-end, je suis resté dans mon lit à trembler sous la couette comme un camé en manque de cocaïne,
Par contre, le lundi, je me suis réveillé en mode pump it up avec une énergie incroyable et plus du tout d'envie de sucre. Mais ça peut être plus progressif que ça. Mais moi, j'ai besoin des fois que ce soit cash comme ça. Au niveau des conseils, les conseils, ils sont tout simples. Il va falloir vous reposer énormément pendant cette transition, d'éviter le sport pendant un certain temps. Une très bonne hydratation et de soigner vos apports en électrolytes. Il faut savoir que pour fabriquer 1 gramme de glycogène, donc de glucose mis en réserve dans votre foie et dans vos muscles, il faut 3 grammes d'eau. Donc il faut une bonne hydratation, parce que du coup, quand on ne consomme plus de glucides et plus de glycogène, on fait plus de rétention d'eau. Donc il faut beaucoup s'hydrater. Consommer du sel, du coup, avec ses électrolytes, du magnésium, du potassium et du magnésium de qualité. Si vous voulez du magnésium de qualité, venez me parler en message privé. Je peux vous en recommander un avec un code de réduction. C'est celui que je prends au quotidien depuis des années. Il est excellent. Il faut du gras, et beaucoup de gras, donc il faut s'enlever les croyances que le gras fait grossir, parce que c'est pas vrai. Et du coup, pendant le temps de l'adaptation, il va vraiment falloir y aller là-dedans jusqu'à une bonne satiété, voire plus. Il peut y avoir de la constipation, donc on peut prendre du psyllium ou des légumes verts, du coup, avec des fibres plus pour le transit. Suivi sanguin, on est souvent en train de me poser la question, est-ce qu'il faut acheter un lecteur de glycémie ou de cétone avec des bandelettes, machin? Non, c'est pas obligatoire. Sauf si on veut tester au bout d'un moment un peu la tolérance qu'on peut avoir à certains aliments, du fait que ça nous fasse augmenter notre glycémie ou pas. Voilà, c'est vraiment à visée personnelle pour soi, pour aller plus loin au bout d'un moment. Ou alors si vous faites cette alimentation à but thérapeutique, donc c'est votre médecin qui vous fera contrôler ça, etc. Sinon, ne le faites pas, parce que ça va vous amener à vous piquer 15 fois par jour, et ça va devenir une addictif aussi de faire ça. Et pour votre cerveau, ça va vraiment pas être cool du tout. Sachant que les chiffres que vous allez voir, 1, vous ne saurez pas les interpréter, et 2, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. En conclusion, c'est vraiment, ça c'est ma propre expérience et ceux que je connais, parce qu'on est une belle communauté là-dedans, c'est vraiment une belle alimentation, mais elle doit vraiment pas être prise à la légère. Ça peut créer des soucis supplémentaires, comme je vous disais, si elle est mal gérée. Ça se fait pas sur le court terme. Surtout si on reprend les mauvaises habitudes après, ça sert strictement à rien. Le keto, le cétogène, il faut le faire pour sa santé. Donc bio, de qualité, pas de produits industriels, même si keto compatible, il y a un business là-dedans incroyable. Mais c'est plein d'édulcorants et de produits inflammatoires, etc. Donc c'est vraiment pas meilleur à la santé. Un peu comme les produits light, etc. Mais qui sont enrichis en sucre en fait. Donc c'est mauvais. Faites-le parce que vous en avez envie pour votre santé, pas par envie de changer de mode alimentaire juste pour tester, voilà, mais pour l'envie de le faire sur du long terme pour améliorer votre santé. Ok? Donc attention, faites-vous suivre, prenez pas tout ce que j'ai dit au pied de la lettre, vraiment renseignez-vous, faites-vous accompagner, il y a des professionnels en France pour ça. C'est très connu au Canada, ça, mais en France, il y a déjà des professionnels qui aident à l'alimentation cétogène. Moi, je ne fais pas d'accompagnement là-dessus, c'est un choix personnel, parce que c'est vraiment très particulier, et j'ai pas l'équipe pluridisciplinaire autour de moi pour pouvoir faire ça. Et les médecins, par chez moi par exemple, sont pas encore prêts à ce truc-là. Donc j'aurai pas le suivi que je voudrais pour un client et je refuse de suivre quelqu'un sans pouvoir avoir le meilleur suivi derrière avec d'autres professionnels de santé quand c'est très particulier comme ça. Voilà, on arrive à la fin. Au prochain épisode, on ira faire un tour du côté de vos valeurs qui sont de véritables boussoles pour une vie épanouie et réussie. Donc on se donne rendez-vous